Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Mélissa, tombée amoureuse d'un détenu. Je suis tombée amoureuse de lui, et même bien avant de le voir. Donc, sans savoir qu'il était en prison? Tout à fait. De quelle façon? Par l'écriture. Au début, je voulais juste écrire à quelqu'un. C'est devenu mon confident, en fait. Et on s'est découvert comme ça, avant de se découvrir autrement. Avec des jumelles, je le voyais vivre tous les jours au Baumette, en fait. De loin. J'avais un foulard et je faisais des... Il y a de l'imagination quand on aime. Hein. Coucou, c'est moi! Et aussi l'histoire de Valérie. Elle a choisi par amour d'attendre son compagnon. Ma réaction à moi, d'abord, ça a été de lui dire « N'attends pas, refais ta vie ». C'était très dur pour moi parce que j'étais extrêmement amoureux. Je le suis toujours, mais j'étais vraiment très, très amoureux. Et oui, la décision de lui dire ça a été très difficile à prendre. Du jour au lendemain, on perd tout. Et la seule chose qui nous raccroche à la vie, c'est l'amour. Merci pour nos invités, bonjour à tous. Merci de nous recevoir, merci pour nos invités. Les femmes sont courageuses, les femmes sont très courageuses et lorsqu'elles aiment, elles le sont encore plus, parfois même jusqu'à l'entêtement. Celles que je reçois aujourd'hui sont allées jusque-là. Elles sont tombées amoureuses de détenus et se sont retrouvées prisonnières de cet amour. Mais comment enfermer son cœur entre quatre murs? Si certaines se battent en ce moment même pour que leur histoire d'amour résiste au barreau, d'autres ont préféré baisser les bras. Et puis il y a celles qui, après avoir patienté, vivent enfin leur amour mérité, en pleine liberté. Mais les années de prison ont parfois usé les sentiments. Là encore, il faut savoir se battre pour réapprendre à s'aimer. Carole et Thomas témoignent aujourd'hui anonymement sur ce sujet délicat de l'amour voilé par les barreaux, plus beau, plus absolu, mais si complexe à transposer en amour libre au sortir même de la prison. Bonjour à tous les deux, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Votre histoire d'amour a résisté pendant 6 ans à la prison. Vous avez même fait un bébé parloir qui a quel âge aujourd'hui? Il a 5 ans et demi. D'accord, qui vous accompagne? Oui. C'est le petit que j'ai rencontré dans les coulisses avant l'émission? Tout à fait. Celui qui dit que je suis l'homme tout gris avec les lunettes? Voilà, c'est ça. Mais elle me dit que j'étais une fille tout à l'heure. Ah, ça, oui, bon. Sérieusement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre histoire d'amour, maintenant que vous êtes libres tous les deux? On en est qu'on est toujours ensemble. On essaye de reprendre là où on a laissé les choses. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil, c'est-à-dire que mes sentiments sont toujours là, mais ils sont, j'ai l'impression, enfouis. Pourquoi enfouis? Parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, de la dépression, beaucoup de chaud, beaucoup de mal. Ça a fait beaucoup de mal. Et j'ai un petit peu maintenant du mal à faire ressortir mes sentiments et à être comme j'étais avant, à les exprimer comme je le faisais avant. Bizarrement, parce qu'en fait, vous étiez plus proche de votre compagnon quand il était à l'intérieur de la prison? On a été beaucoup plus proches à ce moment-là, oui. Jusqu'à la première permission. Oui, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une attente comme une autre en tout cas. On le verra tout au long de cette émission, vous nous le direz. La plupart de nos invités d'aujourd'hui n'ont pas choisi d'être ce qu'on appelle, je parle des femmes, elles n'ont pas choisi d'être des femmes de détenus. Elles aimaient leurs compagnons comme vous, madame, bien avant qu'ils ne soient incarcérés. Il existe pourtant une autre catégorie de femmes que la prison fascine. C'est ce que nous allons découvrir dans la première partie de notre émission avec ce premier reportage. Regardez. En bref, toujours, le terroriste vénézuélien Carlos, auteur de plusieurs attentats meurtriers en France, va épouser son avocate française. Sa future femme a déclaré, je cite, « Je me marie avec Carlos, il a dédié sa vie à un principe politique auquel je crois ». Comme Isabelle Coutan en janvier 2005, c'est l'actrice Béatrice Dalle qui fait la une des journaux en épousant Gwenaël Meziani, condamnée à 12 ans de prison. Autre cas, Edith Martinet vit une relation amoureuse depuis 8 ans avec Bruno Joussomme, condamné lui à perpétuité. Comme les autres, l'élu de son cœur était déjà derrière les barreaux quand elle est tombée amoureuse de lui. On a appris à se connaître. Plus ça allait, plus on voyait qu'on avait des valeurs communes. Et puis, un jour, il me dit « Je ressens pour toi une relation d'amitié amoureuse ». Et à ce moment-là, ça me dit « Je ressens la même chose ». Et ça n'a fait que croître et embellir. Et c'est comme ça qu'on a eu maintenant, si vous voulez, des relations plus intimes. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui peuvent tomber amoureuses, en effet, de personnes qui sont en prison. C'est vrai que la première chose à laquelle on pense, c'est que ces femmes sont attirées par l'interdit. Au-delà de l'interdit, il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est que c'est très sécurisant, paradoxalement. Puisque l'homme qui est emprisonné ne peut pas aller voir ailleurs. C'est peut-être pour cette raison qu'aux États-Unis, Sandra London collectionne les idylles avec des tueurs en série. Gérard Schaeffer, l'auteur de 110 meurtres, Danny Rowling, l'éventreur de Gainesville, et Ed Kemper, l'un des plus grands meurtriers américains, ont tous les trois reçu les faveurs amoureuses de cette femme. À chaque fois, je suis entrée dans la vie de ces hommes à un moment où ils étaient dénigrés par les médias.
et tout ce qu'ils essayaient de dire était mal compris et utilisé contre eux. Je leur ai proposé d'être la solution à leurs problèmes et de faire éclater la vérité. Je leur ai dit, si vous me dites la vérité, je retranscrirai tout ce que vous me dites. Mais ils ont tué des gens. Oui, mais je veux savoir pourquoi. Les femmes sont attirées par les grands criminels parce que nous avons tous des fantasmes très étranges en nous. Et tant qu'ils sont en prison, ces animaux très spéciaux que sont les tueurs en série, etc., ça reste justement l'inconscient. On les imagine, on les embellit, on les idéalise. En France aussi, les meurtriers fascinent. Marc Dutroux, Guy Georges, Patrice Allègre ont leurs admiratrices. Des femmes qui leur écrivent et qui vont parfois jusqu'au mariage. Ce fut le cas pour Monique Olivier, visiteuse de prison, lorsqu'elle rencontre Michel Fourniret, qui deviendra son époux. Après 30 ou 40 ans de féminisme, ça paraît un peu cruel à dire, mais je pense beaucoup de femmes recherchent des hommes qui ont les apparences de la virilité, de l'animalité et même de la cruauté parfois. On est dans les extrêmes là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Mélissa, de ce reportage? Là, on est dans l'extrême. Moi, personnellement, ça n'a absolument rien à voir. J'ai pas été en prison pour être avec un criminel. Un animal, comme on l'a entendu. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Au contraire, j'ai l'impression même. même. De toute façon, je l'ai. Un grand romantique, au contraire. En plus, je l'ai su qu'après. Donc, de toute façon, je suis tombée amoureuse de lui et même bien avant de le voir. Donc, sans savoir qu'il était en prison. Tout à fait. De quelle façon? Par l'écriture. Comment? Par Internet? Non, pas du tout. Par la plume. Moi, l'Internet, c'est pas du tout... j'ai pas Internet. Mais comment vous êtes entré en contact avec lui? Comment vous avez découvert son existence? En fait, je cherchais tout simplement du travail. Et je suis tombée sur le journal de la région. J'ai regardé si je trouvais du travail. J'ai pas trouvé de travail. Les petites annonces? Et j'ai regardé les petites annonces que je regardais des fois pour rigoler. Et j'ai vu jeune homme 34 ans cherche abeille pour relation épistolaire. Et alors, cette petite... voilà, je me suis dit déjà, il utilise l'abeille, c'est joli. C'est très romantique. C'est très... Et la relation épistolaire m'a plu parce que ça voulait dire qu'il savait ce que ça voulait dire. Donc, il n'était pas bête déjà. Et il voulait... Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas dit que vous étiez bête. Non, mais non. Il ne faut pas confondre la bêtise avec le manque de connaissances. Oui, non, mais tout à fait. Une relation écrite, en fait. Voilà, c'était que de l'écriture. Ça vous tentait, ça? Tout à fait. Moi, j'adore écrire et lui aussi. Pour tous les deux, c'est une passion. Et ça vous suffit? Au début, je voulais juste écrire à quelqu'un. Ça a été une façon de... C'était mon confident. C'est devenu mon confident, en fait. Et à partir de quel moment il a parlé de sa situation? Alors, je l'ai su à peu près 3 semaines après. Et on s'écrivait très, très régulièrement. Comment il est venu au sujet? C'est moi qui suis rentrée un peu... au début, c'est vrai que je voulais que cette relation épistolaire. Et puis bon, je le trouvais vraiment intéressant. Vraiment, je me suis dit, pourquoi pas, on va aller boire un coup. Bon. Vous avez envoyé sa photo? Et je lui ai proposé. Au début, non. Je l'ai eu après. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va aller boire un coup. Et je lui ai proposé par l'écriture. Et c'est là qu'il m'a réécrit en me disant, assieds-toi, je risque pas d'aller boire un coup, je suis en prison. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu es en prison, d'accord, on va continuer à s'écrire, et c'est tout. Ça vous a pas mis en colère, enfin, d'une façon comme si vous avez caché une partie de la vérité qui pouvait être importante? Il aurait pu me la cacher pendant 3 mois. Il me l'a caché pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, en même temps, je trouvais ça normal. Il trouvait quelqu'un pour écrire, moi aussi, on s'écrivait, c'était sympa. Il n'allait pas tout de suite me dire, oh, attention. Oui, il n'avait pas menti, il n'avait pas dit qu'il était en liberté pour autant. Non, il m'a dit qu'il était dans la ville encore pour un certain moment. C'est tout ce qu'il m'avait dit. En 3 semaines d'échange, vous étiez amoureuse? Non, pas en 3 semaines. En 3 mois, oui, mais pas en 3 semaines. Amoureuse par ses courriers, simplement? Oui, parce qu'il s'est complètement dévoilé à moi. Et moi, j'ai fait pareil. Parce que je savais que de toute façon, je ne le verrais jamais. C'est comme si on écrit un inconnu, on écrit un psychologue, quoi. C'est une façon Donc on est plus vrai? Ah bah oui, on raconte tout. En 3 semaines, en 3 mois, il me connaît mieux que ma mère. Non, mais c'est vrai. Et par rapport à vos autres relations que vous aviez connues dans le passé? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que j'ai jamais été naturelle avec les autres. J'ai jamais dit vraiment tout ce que j'avais sur le cœur et tout ce que j'ai vécu depuis que je suis toute petite. Alors qu'avec lui, dès le début, j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent? Je vous vois très attentif à cette histoire. Je le suis, parce que son histoire est belle. Et puis j'ai vécu quelque chose de similaire. Ça a aussi démarré donc par l'écriture. Et encore aujourd'hui, j'en garde un sourire, un souvenir émerveillé. Et ça a été quelque chose, une passion très très forte, qui a duré de nombreuses années. Par l'écriture uniquement? Au départ. Elle est venue à moi donc par une carte, en disant tout simplement « Une amie pense à toi ». Et puis j'ai répondu à cette carte. Vous étiez incarcéré à ce moment-là? J'étais incarcéré. Comment ce courrier est venu jusqu'à vous?
Il est venu par les voies traditionnelles, hein, donc la poste. Hein. Et puis, je tiens à préciser que cette femme, en l'occurrence, il s'agissait de Céline. Céline, je l'ai rencontrée... Vous la connaissiez déjà? C'était ma question. Non, je ne la connaissais pas. De vue? De vue. Ça s'arrêtait là. Et puis, elle m'a écrit. Et puis, à partir de là, on a noué une relation épistolaire. Et puis, de cette relation épistolaire est né un bel amour, un grand amour, avec vraiment un grand A. Donc, et c'est quelque chose de très très fort. Hein, et je partage et je peux très très bien comprendre ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Hein. En tout, vous avez passé 7 années en prison, pendant lesquelles vous avez correspondu avec différentes femmes. Combien de temps avec Céline vous êtes resté en relation épistolaire? Alors, je suis resté en relation épistolaire durant 2 ans avec Céline. On est restés ensemble donc durant plus de 4 ans. Donc au bout de 2 ans, vous vous êtes rencontrés. Au bout de combien de temps vous vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés relativement rapidement parce qu'il y avait un besoin de part et d'autre d'aller au-delà donc, de l'écriture. Comment s'est passé le premier contact? Alors dans un parloir, et puis de manière très naturelle. Donc, sur la bouche? Lors de la première visite, oui, en effet. Non mais la question, je veux dire, c'est est-ce qu'on peut se connaître suffisamment à travers l'échange de courrier pour tout de suite s'embrasser comme des amoureux? Oui, absolument. Moi, je ne l'ai pas embrassé. Je l'ai embrassé sur la joue. Moi, je l'ai fait sur la bouche, hein. Et je ne le regrette pas. Donc, oui, je crois que, vous savez, on peut difficilement mentir au travers de l'écriture, hein, parce qu'il reste une trace, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, et puis on peut reprendre ces lignes. Et comme elle le dit très justement, donc, on se dévoile peut-être beaucoup plus au travers de l'écriture que dans une relation ordinaire, donc, par le biais de paroles. Hein. C'est mûrement réfléchi quand c'est écrit. Et on a le temps de la réflexion. Donc 2 ans d'écriture, 2 ans ensuite de relation de parloir? Non, parce que il est vrai été condamné donc, à de nombreuses peines de privation de liberté. Je n'ai pas commis de gros délits, contrairement à ce qu'on a pu voir en guise d'exorde donc, lors de l'émission. Par rapport, pas de crime en série, pas de choses atroces? Non. Je suis un voleur de voiture. Et puis, voleur d'usage. Vous avez commencé tôt, si j'ai bien compris? J'ai commencé très très tôt. À quel âge? À 8 ans. Ah oui. Alors, c'est une passion, j'aspirais à de la liberté, et puis tout simplement la voiture pour moi conférait donc la liberté. Vous avez beaucoup réfléchi à ce qui crée ces relations entre vous et ces femmes, entre les détenus et certaines femmes. Vous avez parlé quand même de certains points communs entre toutes ces femmes. Quel point commun, Vincent? Ben, je crois que c'est le cas de Madame. Mélissa. Pardon? Mélissa. Mélissa, excuse-moi. De Mélissa, les femmes ont un côté Saint-Bernard, elles ont un côté, lorsqu'elles aiment, elles sont capables de déplacer des montagnes. Et, le chien avec le tonneau, hein, pour ça. Oui, absolument. Et ce qui n'est pas le cas des hommes. Les hommes sont plutôt couards, en l'occurrence. Hein. Ils ne sont pas aussi courageux que les femmes. Hein. Et lorsqu'une femme aime un homme, pas les hommes, lorsqu'elle aime son mec, hein, lorsqu'elle est capable de faire des choses extraordinaires, hein, de se mettre en porte-à-faux avec la légalité. Et puis, je crois qu'elles apportent énormément aux captifs, hein, aux détenus. Elles sont capables de changer donc, un être humain qui a la réputation d'être dur, qui a la réputation d'être à la limite perdu pour la société. Et ça crée un certain romantisme, ça? Ou vous trouvez ça un peu tordu? Alors c'est quelque part, c'est pas à moi qu'il appartient de qualifier. Votre avis? Mon avis. Je pense qu'il y a quelque chose, ça doit interpeller donc, la femme en l'occurrence, celle qui cherche à nouer une telle relation. Donc. Mélissa disait tout à l'heure qu'elle s'est dévoilée beaucoup plus auprès de son mari. C'est ton mari, hein, bien sûr, oui, voilà. son mari, oui. Vous êtes mariés maintenant? Oui. Qu'auprès de sa maman, donc. Et puis pourtant, elle a vécu de nombreuses années auprès de sa maman. Plus qu'avec son mari, visiblement. Il est où votre mari actuellement? Il est dans les Pyrénées. Incarcéré? Oui. Donc... Vous voulez lui passer un petit message? Oui. Oui. C'est quelle caméra, Massimo? Celle-ci. Celle-là. La 2? Mon très cher mari d'amour, je veux juste te dire que si je suis là aujourd'hui, c'est pour bien expliquer que l'amour peut exister aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et que c'est pas du tout parce que tu es à l'intérieur que je t'aime comme ça. Si je t'avais rencontré à l'extérieur ou dans un train ou sur une plage, ça aurait été exactement la même chose. Je me serais mariée avec toi. Voilà, et qu'est-ce que ça change, le fait que ça continue malgré les murs? Ça rend l'amour plus fort?
Oui, c'est celui qui me fallait. La seule chose qui n'allait pas, c'est qu'il était en prison. Ben, Vous êtes sa deuxième chance et vous en êtes fière, vous nous avez dit, Mélissa, en préparant cette émission. tout à fait. Vous avez eu ce sentiment, Vincent, de Sa femmes, deuxième chance. de femmes qui se sont positionnées comme étant votre chance? Elles ont été extraordinaires pour moi, elles ont été un véritable socle, elles m'ont permis de m'édifier, de me construire. J'étais perdu pour la société. J'étais très très loin donc, dans l'infraction. C'est-à-dire que, voilà, pour le simple vol de voiture, j'ai mis en danger donc, la vie d'autres usagers de la route, en forçant des barrages, en faisant le coup de poing, le coup de force avec la police. Fut un temps, j'étais armé, donc avec un calibre. J'étais blessé par balle par la police, donc j'ai pris des balles dans le corps. Et je crois que ce sont les femmes, en l'occurrence. Je dis bien les femmes, parce qu'il y en a d'autres, qui m'ont permis de me réinsérer, puis d'avoir un objectif, d'avoir une vision à long terme et non plus à court terme. Donc je leur suis infiniment reconnaissant. Pierre, les femmes, une femme en particulier, qu'a-t-elle joué comme rôle à vos côtés? La femme qui a compté pour moi, c'est mon épouse actuelle, Carole, qui est dans le public. Vous la connaissez depuis longtemps, j'ai l'impression, non? Oui, depuis plus de 25 ans. C'est une femme qui m'a... Vous dites mon épouse actuelle, parce qu'il s'est passé quelque chose entre le début et l'histoire de maintenant? Oui, bien entendu, oui. Eh ben, à un moment de notre existence, notre couple a moins bien fonctionné. Et donc, nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Vous étiez en prison à ce moment-là? Non, pas du tout, non, j'étais libre. Et donc, au moment de ce divorce, on pensait chacun avoir refait notre vie de notre côté. C'était que des apparences, puisque on est... Elle est belle en plus. Hein. Oui, elle est belle, oui. C'est une belle femme. Et elle a un esprit qui a sorti, je pense. Et donc, les circonstances de la vie ont fait que nous nous sommes remis ensemble et on ne le regrette ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est la prison qui vous a rapproché? Je me tourne vers vous, Carole. Vous êtes resté mariée à une première époque avec Pierre? Oui. Pendant combien de temps? Mariés, on va dire, ensemble une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a séparés à un moment de la vie? L'usure? L'usure, peut-être un peu, oui. Et vous avez envie de le reconquérir? Ou comment ça s'est fait? Non, pas du tout. On faisait notre vie chacun de notre côté. On avait rencontré quelqu'un tous les deux, et puis c'était bien. Et je me suis retrouvée là, été incarcérée, et il y a eu un retour. Qu'est-ce qui vous a rapproché l'un de l'autre, à votre avis? Eh bien, je pense que quand j'ai été quitté par cette... Ça va, Carole? Ça va, oui, très bien. C'est se repasser le film, j'imagine. C'est un peu. Une histoire avec des rebondissements. Oui, donc j'ai bien entendu été quitté par cette personne au bout d'un an. Alors vous dites bien entendu à chaque fois, Pierre. Je vous ai posé la première question, vous dites bien entendu. Bien entendu, j'ai été quitté. Je dois avoir une tique. Oui, on en a tous. Mais pourquoi vous dites bien entendu? Bien entendu, quitté. Parce que la prison est quand même une épreuve pour les couples. Une épreuve terrible. Hein. Il y a des couples qui résistent et d'autres non. Moi, je sais que je fréquentais une poignée de détenus parce que la prison, c'est un monde qui est sauvage et on essaie un peu de se retrouver dans des groupes avec lesquels on a des affinités. Comme une famille? Une famille, pas spécialement, des gens qu'on aime. Hein, vous voulez dire reconstituer une famille? C'est ça, je veux dire. Oui, on reconstitue ce qu'on peut, je crois. On essaye de se retrouver là pour ne pas être nu et cru et bouffé par les autres. Hein. Et donc, moi, j'avais rencontré une poignée de détenus. Avec ces détenus, on participait dans un atelier d'écriture. Donc, je rejoins un petit peu les positions des deux premiers intervenants. Et ces détenus ont tous été quittés comme moi. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, plus personne n'avait plus personne. Hein. J'ai posé la question à Delphine, qui est directement concernée. On essaie dans cette émission, évidemment, de ne pas parler simplement des choses qui vont dans le sens du poil, mais aussi de lever les tabous et puis les faire exploser en vol. Delphine, vous nous avez dit... Où êtes-vous, Delphine? Oui, c'est moi. Ah, vous êtes très jolie. Delphine, vous avez du mal à comprendre les femmes qui tombent amoureuses de détenus, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, en fait, moi, j'ai connu mon ami en dehors de la prison. Et donc, c'est-à-dire que je le connaissais déjà avant qu'il aille en prison. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est les personnes qui tombent amoureuses des gens qui sont en prison. Elles ne connaissent rien de cet homme. Comme Mélissa, par exemple. C'est vrai que j'ai du mal à la comprendre. Elle ne peut pas dire qu'elle connaît véritablement son mari, puisque c'est devenu son mari. Même si elle dit qu'il s'est dévoilé, ça reste du sable en fait. Il n'y a rien de concret. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on n'est pas tout à fait le même? Je peux te l'assurer qu'il y a eu du concret. Hein. Parce qu'on n'est pas tout à fait le même quand on est en prison. Si on rencontre quelqu'un quand il est en prison, vous dites qu'on ne le connaît pas complètement?
Voilà, en fait, c'est ça. Vous nous raconterez quel a été votre choix, Delphine, dans un instant. On va d'abord regarder l'histoire de Mélissa. Avant d'en parler, il faut peut-être comprendre de quoi on parle. Mélissa, vous aimez donc follement cet homme, malgré les murs qui vous séparent, malgré l'attente d'une lettre, malgré l'attente d'un coup de fil aussi, ou d'une brève visite au parloir. Votre histoire d'amour se construit, si j'ose dire, pierre par pierre. À 29 ans, Mélissa élève seule sa petite fille de 2 ans. Et pour cause, le père de l'enfant est en prison depuis 13 ans. Il purge une peine de 30 ans pour meurtre. Leur seul moyen de communiquer au quotidien, c'est le téléphone. Ah, c'est papa. On va lui parler. Allô? Allô, Paprenelle? Ça va? Ouais, salut mon amour. Tu vas bien? Oui, est-ce qu'elle est réveillée? Bah oui, elle est réveillée, elle est là. D'accord, tu me la passes un petit peu? Tu parles à papa, mon cœur? Tu fais des bisous, papa? Fais des bisous. Non. Alors, tu n'es pas sage? Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, qu'est-ce que tu as? Tu dis à papa que t'es malade? Tu lui dis que t'es malade? Non. Tu lui dis pas que t'es malade? Va bien autrement? Bah je sais pas, on va préparer le sac. On va te préparer le sac pour venir te voir. Ouais, je suis impatient un petit peu là parce que... Bah ouais. Mais donc à 2h, 2h30 quoi. Oui, normalement à 2h30 on sera là. Hein. Ouais. Bah je te fais plein de bisous. Ouais. Ciao les filles. Gros bisous mon cœur. Ciao. Tout a commencé il y a 3 ans. C'est en répondant à une petite annonce que Mélissa fait la connaissance de celui qui deviendra son compagnon. Ils commencent à s'écrire une lettre par jour, puis 2. Je suis tombée amoureuse de lui réellement quand je l'ai vu, mais c'est vrai que pendant tous ces mois où on s'est écrit, c'est devenu vraiment très fort, parce que c'était l'inconnu, donc en même temps c'était excitant, c'était l'inconnu, mais on s'est tellement dévoilé que je me suis rendu compte que c'était un homme vraiment merveilleux par rapport à ce que moi je recherchais. Un coup de foudre soldé dans l'année par un mariage célébré en prison, suivi de près par la naissance d'une petite fille. Un mariage que ses parents ont eu du mal à accepter. C'est vrai, la première fois que tu m'as annoncé que tu étais amoureuse d'un homme en prison, j'ai eu peur qu'il t'arrive quelque chose, qu'il te fasse du mal, ou... Ça m'a fait peur, quoi. Surtout un homme qui avait tué sa petite amie. Bon, j'ai pensé au pire, je me suis dit, elle se met en danger. Hein. S'il ne faut pas le dire, on ne le dit pas. Moi, je sais pas comment. Je sais pas comment. Moi, je sais. Revenir toujours sur cette histoire. Mais moi, je sais pas comment ça se. Il a tué quelqu'un. Ok, c'est bon. Non, mais je sais pas comment ça se passe. Moi, je te dis juste, c'est pas aujourd'hui, on le dit pas. Je dis que maintenant, c'est pas la peine de parler de ça tout le temps. Il a tué quelqu'un. Ok, il a tué quelqu'un. Bon, ben voilà, c'est tout. Oui. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas à penser à ça toutes les 2 secondes. Mais comme nous. Ben voilà, il s'en fout, quoi. Bien sûr. Non, mais maintenant, il paye, il est là-bas. Il n'est pas là-bas pour rien. Hein. Mais est-ce que ça te... Du coup, est-ce que tu as peur pour moi, par exemple? Au début, oui. C'est la crainte, au départ, de se dire, bon, je sais pas, admettons, il pourrait recommencer avec toi, pourquoi pas? Je sais qu'il ne pourra pas recommencer parce que c'est quelque chose qui l'a marqué à lui à vie. Ouais. Et puis en même temps, maintenant, il a une vie de famille, il a sa pitchounette qui l'attend dehors, il est prêt à être droit comme un i, et il a envie de liberté et de se retrouver dans un champ de fleurs avec sa fille et sa femme, c'est tout ce qu'il veut. Il demande que ça. Ah bah de toute façon, moi je l'ai dit à ta maman, c'est vrai qu'il a une chance extraordinaire. De m'avoir rencontré, ouais, je sais. Je sais. Oui, non, mais il est conscient de ça. Mais il en est conscient, il en est conscient. C'est une chance, ça. Ouh, il est où, papa? Il fait le gros bisou? Tu dis bonne nuit. Papa. Eh oui, il est partout, papa. Mariée depuis 2 ans et demi, au quotidien, Mélissa est une femme seule. Son mari ne sortira de prison qu'en 2014. Il est pas là et c'est dur. Hein. Mais moi, même si c'était à faire, je le ferais, quoi. Y a pas de souci, et je regrette pas du tout ce que j'ai fait. On a un bébé adorable. Et maintenant, il va falloir que lui, il assure quand il va être dehors. Parce que je suis vachement chiante et je suis vachement exigeante et il le sait. Et je l'attends. J'attends de le voir à l'œuvre. Voilà. Le lendemain matin, Mélissa et sa fille prennent la route pour la prison. À cause des 600 km qui la séparent de son mari, Mélissa ne peut s'y rendre que tous les 2 mois. On va voir papa. Ouais. T'es contente? Ouais. T'es contente?
Je suis très stressée et j'ai mal au ventre comme je vais le voir là pour la première fois. C'est comme si c'était pour la première fois en fait. Et par contre, je suis heureuse quoi. Mais je sais qu'on va avoir 3 heures superbes qui vont durer 2 secondes. 3 heures plus tard, Mélissa est à nouveau dehors. Son temps de parloir est écoulé. Elle ne reverra pas son mari avant plusieurs mois. Je suis pressée que tout ça s'arrête. Parce que j'en ai marre un peu. Je tiens bon, mais j'en ai marre. Parce que c'est pas une vie, quoi. Mais ça va s'arrêter un jour, donc je le sais, donc on attend. Patiente. Faut me souhaiter du bonheur, puis c'est tout. Tout ce qu'on attend, c'est le bonheur d'après, quoi. Non, mais juste si vous n'avez pas peur de lui mettre trop de pression en sortant. Ouais, je suis très exigeante, je suis très ceci, très cela. Il va falloir déjà qu'il reprenne ses repères. Hein. Vous pouvez reprendre le mot, je suis très chiante parce que je le dis tout le temps et il me le dit tout le temps. Donc c'est pour ça que je l'ai dit. Mais non, il n'y a pas à avoir de la pression. On essaie d'être des personnes moins ceci, plus cela, moins... Plus. Oui, mais bon, déjà, je fais beaucoup, hein, je fais beaucoup. Mais non, mais de toute façon, c'est tout ce qu'on attend, c'est ça. Comme je disais, on s'est mariés. Je le dis souvent, les gens en rigolent, mais nous, on s'est mariés à l'intérieur. On attend de se marier à l'extérieur pour passer à l'église, parce que moi, c'est très important pour moi. Pourquoi un mariage à l'intérieur? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi un bébé à l'intérieur? Pourquoi ne pas avoir attendu la sortie? Parce que pourquoi attendre? Il y a des gens à l'extérieur qui se marient au bout d'1 mois et qui font des enfants tout de suite. Et on leur dit « Ah, bah, t'as fait vite. » Mais là, vous dites « Je me suis mariée à l'intérieur, je veux me marier aussi à l'extérieur. » C'est pas le même mariage? Ben, on ne peut pas se marier à l'église à l'intérieur. Moi, mon rêve, c'est de me marier à l'église. C'est le plus important. Enfin, moi, personnellement, lui aussi, quand on se marie à la mairie, on peut, 3 semaines après, aller divorcer. C'est pas un souci. À l'église, on se marie devant Dieu. C'est jusqu'à la fin. C'est comme ça. Donc moi, c'est... Et un bébé, vous dites qu'un bébé, ça atténue la distance. Est-ce qu'au contraire, ça ne vous rappelle pas chaque jour que la distance existe, que c'est long? Si, bien sûr. Mais c'est vrai que ça m'aide aussi à l'attendre. Alors en même temps, on a fait un enfant en sachant qu'il a la conditionnelle dans 2 ans. Donc, on a calculé, on a regardé. Moi, je n'aurais pas fait un enfant en sachant que mon mari il avait encore 20 ans de prison à faire. Parce qu'un enfant, moi, ma fille, elle a 2 ans et tous les jours, elle me demande son père. Donc, je n'ai pas envie de la faire souffrir non plus. Si, c'est dur, bien sûr. C'était pas trop tôt? Trop tôt? Je pose la question. Non, je pense pas. C'était vraiment au bon moment. Et puis, ça a été voulu, on l'a fait avec amour. Non, c'était, je pense pas. Je pose la question à Arnaud Martorell, qui est psychiatre. Bonjour, docteur. Les bébés parloirs, qu'est-ce qu'ils représentent en prenant le risque de généraliser, évidemment? Je crois vraiment qu'il faut être très prudent, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de beaucoup d'aspects qui concernent l'être humain, la sensibilité, l'attirance, l'amour, le désir de quelque chose qui est un petit peu mystérieux pour la plupart. Les bébés parloirs, c'est la volonté d'une femme, à un moment donné, en général, d'avoir un enfant. Voilà, point. Alors, ça pas d'un couple, d'une femme? D'une femme d'abord, un couple après. C'est-à-dire, là, le désir de bébé, dans la plupart de cas de figure, c'est d'abord le désir d'une femme. Si une femme n'a pas envie d'avoir de bébé, il n'y aura pas de bébé. Par contre, si un homme a envie d'avoir un bébé et que la femme n'a pas envie d'avoir... Il n'y arrivera pas. Voilà. Il peut essayer comme il veut, il n'y arrivera pas. Voilà. D'accord, donc vous êtes précis là-dessus. Est-ce que c'est une promesse d'attente dans le cas de Mélissa, dans le cas d'autres couples que vous avez observés? Est-ce que ça montre que la vie continue malgré tout? Qu'est-ce que ça montre? Je crois que dans l'imaginaire d'une femme, parce qu'on parle d'amour, et dans l'amour, le côté imaginaire, dans l'amour vécu, intense au niveau affectif, l'imaginaire est très important, c'est concrétiser cet imaginaire de façon palpable, si on peut dire, avec cet enfant qui est toujours... Un enfant est toujours quelque chose de merveilleux, et c'est aussi témoignage d'une incertitude. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incertain, parce que même si la femme est convaincue que quelque chose va durer, va se pérenniser, quelque part aussi, dans un coin de sa tête, elle dit, est-ce que ça va vraiment durer? Donc l'enfant est là, il témoigne de quelque chose. 20 000 femmes aujourd'hui en France ont un conjoint détenu. Valérie et Florent, vous viviez ensemble depuis 1 an, lorsque vous avez été séparés par la détention. Au départ, vous ne pensiez pas que cette situation allait durer aussi longtemps. Elle a duré quand même 3 ans. 3 ans, 3 mois et 5 jours, pour être très précis. Oui. C'est précis. Florent, vous avez été accusé par votre ex-compagne je pense, de ce qu'il y a de pire comme crime. De viol sur ma belle-fille, que j'avais élevée pendant 12 ans. Vous avez douté de votre compagnon? Non, jamais. Vous avez fini par être acquitté après donc 3 ans... 3 mois et 5 jours. D'emprisonnement et de doute aussi, de l'un des pires crimes qui soit. Lorsque vous avez compris que l'attente serait longue, quelle a été votre réaction à l'une et à l'autre?
Ma réaction à moi, d'abord, ça a été de lui dire n'attends pas, refais ta vie. C'était très dur. C'était très dur pour moi parce que j'étais extrêmement amoureux. Je le suis toujours, mais j'étais vraiment très, très amoureux. Et oui, la décision de lui dire ça a été très difficile à prendre. Et moi, c'était non. Je t'aime, je te quitte pas. Et puis, de toute façon, comme c'est une injustice, on s'en sortira. Et on y arrivera, on fera tout ce qu'il faut. Et puis, on s'aime. Et ça, c'est plus fort que tout. On l'a vu, il y a des femmes qui tiennent pas le coup, qui lâchent au bout d'1 an, 2 ans. Oui, mais parce que c'est pas évident. C'est difficile. Vous les comprenez aussi? Oui, tout à fait. Ouais, c'est très dur. C'est très, très dur à vivre. René, qu'on a entendu tout à l'heure dans notre reportage. Bonjour René, vous animez un atelier d'écriture en milieu carcéral depuis 17 ans déjà. Ce lien d'amour, ce besoin d'amour qu'on a pour ne plus jamais s'endormir seul, pour reprendre le titre de votre roman chez De Noël, vous l'avez vu d'une manière extrêmement spectaculaire. J'ai été très étonné en préparant cette émission de voir qu'un détenu qui avait des relations épistolaires avec différentes femmes à l'extérieur de la prison en avait créé une totalement imaginaire. Racontez-nous ça. C'est l'histoire de Yves qui venait à l'atelier, il aurait voulu rencontrer quelqu'un et comme il était seul, un soir, il s'est écrit une lettre. Mon cher Yves, il a écrit une lettre et il a signé Mathilde. Il a inventé Mathilde. Et tous les jours, Mathilde lui écrivait, il répondait à Mathilde. Et au bout de quelques mois, Pierre, qui est là, moi et les autres, se sont rendus compte que Yves était amoureux de Mathilde encore plus que nous-mêmes, de nos propres femmes réelles. Et pourtant, il avait tissé d'autres relations en parallèle, si j'ai bien compris l'histoire, avec d'autres femmes. Ça s'est passé après. Après, mais il a gardé Mathilde quand même. Il est tombé violemment amoureux de cette femme imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un peu fou, ça, monsieur... Mais le manque d'amour rend fou. Et un jour, j'étais à France Inter, j'ai raconté cette histoire, et une semaine après, l'animatrice de l'émission France Inter m'a dit « Nous avons reçu 20 lettres de femmes réelles qui veulent écrire à Yves afin qu'il ait... » Mais Yves est resté toujours... Il débordait d'amour, ce Yves. Yves est resté amoureux de Mathilde, qu'il avait complètement créée, inventée. Et il répondait à ces 20 femmes qui lui écrivaient. Mais c'est Mathilde... Et ça veut dire que nous entrons dans un monde imaginaire en prison et que nous pouvons... J'ai vu des femmes attendre 15 ans. Valérie, comment s'est passé le premier parloir? Qu'est-ce que ça avait changé dans votre relation? Ça a changé beaucoup de choses, parce que déjà, je n'ai pas pu le voir pendant 3 mois. On a refusé mon autorisation de le voir. Et ça a été enfin. Enfin, je peux le voir. Enfin, l'amour de ma vie, ma moitié, je peux la toucher. Enfin, j'étais redevenue complète. Et entre 4 murs, qu'est-ce que ça change par rapport à l'extérieur? C'est beaucoup plus profond. Tout ce que nous on ressent à l'intérieur, généralement, d'ailleurs la plupart des détenus le disent, nos sentiments sont exacerbés à l'intérieur. On manque de tellement de choses, en fait, que tous nos sentiments sont plus ou moins, exacerbés, c'est le terme. Donc les sentiments négatifs comme les sentiments positifs. Absolument, et c'est pour ça qu'on peut passer d'une phase dépressive très violente à des phases d'euphorie très fortes. La douceur, la tendresse? Ça, c'était le parloir. Les bisous. C'était l'amour, indispensable. aussi l'amour sexuel grâce à la complicité des gardiens. Oui, gentiment, je dirais. Oui. On avait des gardiens qui, effectivement, avant de passer dans l'allée des cabines de parloir, mettaient des coups de clé pour qu'on entende bien leur porte-clés. On savait qu'ils arrivaient, quoi. C'était un petit signe gentil. C'était voilà. Combien de parloirs en 3 ans, 3 mois et 5 jours? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, toutes les semaines. Toutes les semaines. Vous en avez manqué un? Non, je ne crois pas. Non. Il lui est arrivé de venir en voiture, en bus, à pied, en stop, en vélo. En 4 ans, vous avez loupé combien de parloirs? Au début, moi, j'allais le voir très souvent parce que j'étais à côté. Donc, j'y allais tous les 4 fois par semaine. Et comme il était en centrale, on avait quand même 6 heures par jour. Ah oui. Donc, je le voyais quand même 24 heures. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais. C'est que je l'ai connu... vraiment très bien grâce aux lettres et après avec les parloirs. On a vécu vraiment une vie de couple, même s'il n'était pas à la maison et qu'on était dans un box, c'était très très fort. Vous aviez beaucoup de temps ensemble. Voilà, c'est une des différences entre la centrale et la maison d'arrêt, effectivement, où on n'a qu'entre une demi-heure et une heure pour se voir. Là, ça va vite. Là, le geste, il compte. Oui. Et après, il y a la sortie à gérer, évidemment, qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On a vu quelle intensité à l'intérieur. Comment retrouver cette intensité à l'extérieur? Nous avons Carole qui est avec nous. Pendant 6 ans, vous avez donc jonglé avec votre travail, Carole, avec toutes vos contingences quotidiennes, avec vos visites, avec vos enfants, par fatigue, par manque d'amour. Vous avez loupé des parloirs, Carole? Jamais. Jamais? Je me devais d'être près de lui et jamais j'aurais pu lui faire un parloir fantôme. Est-ce qu'il vous a demandé de le quitter, comme Florent l'a demandé à sa compagne? Oui. En fait, quand dans la voiture des policiers,
pendant qu'on nous ramenait en garde à vue dans une autre ville, c'est là qu'il m'a dit « Fais ta vie, t'occupe pas de moi, fais ta vie ». Vous l'aimiez quand vous lui avez dit d'aller faire sa vie ailleurs, de chercher quelqu'un d'autre? Oui. Vous l'aimiez? Oui, je l'aimais. Je voulais qu'elle fasse sa vie ailleurs parce que je risquais beaucoup d'années. Alors, tant que je n'étais pas passé à un jugement, je ne pouvais pas savoir ce qu'allait devenir. Et je ne voulais pas qu'avec Carole et ses 2 enfants se trouvent dans un gros embarras par rapport à moi. Alors, je préférais qu'elle refasse sa vie. Quel âge aviez-vous pendant cette période, à ce moment-là de la vie? J'avais 38 ans. Et elle? 36. 36. Vous avez été condamné à combien d'années de prison, finalement? 10 années de prison. Stéphane a été condamné à combien d'années de prison, Mélissa? En tout, il a pris 30 ans. Waouh. Ouais, et comme il est primaire, il sort à moitié de peine. Primaire, ça veut dire qu'il n'avait rien fait avant. Voilà, donc il a la conditionnelle dans 2 ans. Il aura fait 15 ans en tout, normalement. Il a pris 30 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie. Vous espérez donc sa sortie en janvier 2009, dans un peu moins de 2 ans. Si ce n'était pas le cas, est-ce que vous pensez pouvoir tenir malgré la durée de cette peine, malgré la lourdeur de cette peine? Oui, parce que si ce n'est pas le cas, il va peut-être faire 1 ou 2 ans de plus, le temps qu'on attende la conditionnelle, etc. Mais il ne fera pas plus qu'encore 2 ou 3 ans. Et s'il faut attendre encore 5 ou 6 ans, j'attendrai. Parce que c'est l'homme de ma vie et c'est le papa de ma fille. Donc, Vous en pensez, Pierre? Je trouve que le témoignage de Mélissa est exceptionnel. Il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, mais ce n'est pas du tout un avertissement pour elle. C'est que comme le couple qui est masqué, c'est que des fois, l'homme qui est à l'extérieur n'est pas le même que celui qui va sortir. Et la femme aussi a évolué, donc il faut être indulgent et puis savoir que tout ne peut pas être rose. Mais je pense que dans tes yeux, il y a beaucoup d'amour, vous avez un enfant en commun. Oui. Mais je pense qu'il faudra peut-être aussi que tu sois aussi diplomate, parce que tu me parais extrêmement dur. Mais on va parler de cette réalité dans un instant. C'est vrai qu'aimer un détenu, c'est une chose que toutes les femmes ne se sentent pas prêtes à vivre. Certaines préfèrent rompre. Et c'est ce qu'a vécu Pierre. Justement, nous écouterons son témoignage après ce message de la rédaction. À tout de suite. Vous êtes ou avez été au cœur d'un secret de famille. Vous avez découvert que vous étiez un enfant adultérin, adoptif ou non désiré. Un de vos proches vous a menti sur son passé. Vous avez caché un secret concernant votre famille. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, les invités de Toute une histoire nous raconteront les trahisons qu'ils ont subies ou fait subir à leurs proches. Je pouvais absolument pas imaginer, mais vraiment pas du tout, mais aucunement, qu'il me trompe. En plus, il me disait sans arrêt qu'il m'aimait. Ça a vraiment été un choc absolument terrible. Et là, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup trompée sur quelqu'un qui était beaucoup plus pervers que je ne le pouvais l'imaginer. Je me disais que c'était une nécessité, qu'il fallait lui mentir, il fallait qu'il me croie. Il fallait que je continue dans cette logique de mensonge que j'avais créée. Avec aussi l'histoire d'Alain et Aline. Leur meilleur ami, agent d'assurance, leur a volé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les amis ne peuvent pas nous trahir jusqu'à ce point, c'est pas possible. Ça dépasse même l'entendement quand on y repense. Ça dépasse l'entendement. On lui redonnait le bonus sans confession. C'est incroyable quand même qu'il puisse vous escroquer, vous, ses amis. C'est la confiance qui fait qu'on tombe dans le piège. Tout le monde se laisse avoir. Au bout de combien de temps votre femme avec qui vous étiez au moment d'entrer en prison et qui vous a quitté, comment elle vous l'a dit, au bout de combien de temps? D'abord, je voulais vous dire que c'est comme les statistiques, 50%, donc moi je fais partie des statistiques. Au bout d'1 an, elle m'a annoncé que c'était son dernier parloir. Vous lui en avez voulu, sur le moment peut-être? Aujourd'hui, vous lui en voulez de vous avoir laissé alors que vous étiez extrêmement vulnérable? Non, ça fait partie des choses de la vie. On ne peut pas en vouloir à une femme de vouloir privilégier une autre vie, qu'elle a pensé meilleure que celle de... Mais qu'est-ce qu'elle disait justement? Qu'elle voulait vivre un amour plus concret, enfin je veux dire au quotidien? Non, le motif c'était son enfant. Elle voulait retrouver son enfant qui apparemment était perturbé par notre relation, donc il n'y a rien de là, il n'y a pas quelque chose d'immoral là-dedans, mais quelque chose de très compréhensible. Donc moi j'ai suivi parfaitement la situation. Bien sûr qu'on en souffre, on ne peut pas être heureux quand on est abandonné, mais je l'ai parfaitement compris et puis je l'ai digéré. Et Carole est arrivée, heureusement. Sans se presser. Elle s'est pressée quand même. Elle s'est pressée puisque si elle n'avait pas pris le relais, je pense que je serais dans une situation difficile. J'aurais peut-être même pas vécu cette journée sur le plateau parce que bon, la prison est un monde sauvage. Moi j'ai fait beaucoup d'années de prison puisque j'étais condamné à une peine de 15 ans, donc j'ai fait presque 10 ans là-dessus.
On ne sort pas aussi facilement conditionnel que se le disent les gens. C'est très très dur, c'est un parcours du combattant. Il faut présenter beaucoup de garanties, donc moi j'ai eu du mal à sortir. Beaucoup de déceptions aussi, d'espoir non tenu. Oui, c'est un monde de souffrance où l'amour a une importance capitale, bien sûr, comme disait René Frény ou bien ces personnes. L'amour est très important, l'écriture aussi. Je crois qu'on a tous parlé d'écriture aujourd'hui, j'ai été étonné d'ailleurs. Tu es un vecteur d'amour. Hein. Ah oui, parce que moi aussi, ce système de lecture et de code, des lettres qui vont et qui viennent, je les ai toutes gardées, vous aussi sans doute. Qui vous a parlé de cette façon de communiquer avec sa femme à l'extérieur, la nuit avec des phares? C'est Carole. Racontez-nous ça, Carole. Alors, nous, on est restés sans parloir. Il est resté sans parloir pendant pratiquement 2 ans. Oh là là. Voilà. Comme je ne le voyais pas et qu'il essayait de me séduire par l'écriture, et finalement, j'ai craqué. Et puis, je suis revenue le voir et je le voyais vivre au Baumette, en fait. De loin. De loin, avec des jumelles. Et voilà, je postais ma voiture dans une petite résidence. Et avec des jumelles, je le voyais vivre tous les jours. Vous communiquiez avec elle? C'était impossible. Des mots, des lettres? Non, les seuls mots malheureusement qu'elle entendait quelquefois, c'était des mots orduriers d'autres détenus qui n'avaient pas notre façon de vivre. Et des messages écrits? Oui, par contre, oui, des draps, oui, je t'aime, tout ça, oui, écrit, oui. Et vous répondiez et avec mes voilà, et puis j'avais un foulard et je faisais des... Il y a de l'imagination hein, quand on aime. Hein. Combien de temps après la séparation vous avez renoué tous les deux? Dès que j'ai été quitté, Carole a tout fait pour que je ne pourrisse pas en prison moralement. Et donc, elle m'a écrit, elle m'a toujours soutenu. Et puis, elle a tout fait pour essayer de me retrouver le plus tôt possible. Bravo. Et un jour, une femme, c'est magnifique. C'est la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Delphine est là pour nous parler en toute franchise aussi d'une autre réalité. Votre compagnon a été incarcéré pour homicide. Ça faisait 1 an et demi que vous étiez ensemble. Par amour pour lui, vous aviez adopté son style de vie. Vous aviez accepté de le suivre. Il était SDF, d'aller faire la manche avec lui dans la rue. Vous étiez sans ressources. Vous faisiez la manche pour lui acheter ensuite, une fois qu'il était en prison, ce dont il avait besoin en prison. Du papier hygiénique, des cotons-tiges, des petites choses comme ça qui font que la vie est un peu plus facile. Mais vous avez finalement rompu en novembre dernier. Qu'est-ce qui vous a décidé à mettre fin à cette histoire d'amour ? C'est la peur de l'avenir, en fait. J'avais peur de ce qui allait se passer. Peur de ne pas pouvoir tenir le rythme parce que c'est en l'occurrence, quand ça se passe plutôt mal comme ça, faire la manche toutes les semaines pour pouvoir lui envoyer des mandats, arrêter de penser à soi finalement. Ne plus réussir à penser à soi. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté de penser à moi. Je pensais uniquement à son bien-être finalement. Essayer de faire en sorte que là où il était, dans le milieu dans lequel il était, il puisse avoir un petit peu de bien-être, quoi. Pardon. Lui, ça lui faisait rien que tu fasses la manche pour lui? Pardon? Le fait que tu fasses la manche pour lui envoyer des sous, ça lui faisait rien? Je crois qu'il a poussé. Pas tellement parce que moi, j'ai pas. Il savait qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Il pouvait pas être aidé par ses parents. Pierre demandait, est-ce qu'il vous a poussé à le faire? Non, il m'a pas poussé à le faire du tout, quoi. Pas du tout. Comment vous lui avez annoncé votre décision? Je suis allée le voir en fait, sans lui dire que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Et puis par la suite, j'ai écrit une lettre où là, j'ai vraiment expliqué pourquoi est-ce que je faisais ça, pourquoi est-ce que j'avais peur de l'avenir comme ça avec lui. Pourquoi? Je voulais pas en fait que mes enfants, si je faisais des enfants avec lui, je voulais pas qu'ils aillent voir leur père en prison. Avoir ce modèle, avoir un père en prison, pour moi, c'était pas concevable. Il a répondu à votre courrier? Non. C'est une rupture. J'ai aucune nouvelle depuis. Et vous voulez lui dire quelque chose? Moi, je pense qu'il a compris. Ce que j'ai mis dans le courrier, je pense qu'il a compris que voilà, je voulais plus. Vous voulez lui dire quelque chose aujourd'hui? J'espère qu'il va bien. Puis je lui dis bonjour quand même, quoi. Oui, s'il a envie de m'écrire, qu'il m'écrive, quoi. C'est pas pour ça que je peux pas être une amie ou quelque chose comme ça. S'il a besoin de parler, de se soulager. Même si on connaît bien l'homme qui se trouve derrière les barreaux, qu'on continue à se découvrir au fur et à mesure des années, la prison change les personnes, aussi solides soient-elles. Alors comment se poursuit cette histoire d'amour lorsqu'on retrouve sa liberté? C'est la 3e partie de notre émission d'aujourd'hui. Florent et Valérie, la prison vous a mis l'un et l'autre à l'épreuve, mais au lieu d'entacher votre amour, elle l'a au contraire sublimé. Tu te rappelles quand j'étais condamné, juste après la condamnation,
ce que je t'ai dit. J'ai dit que je voulais que tu me quittes, que tu refasses ta vie. Oh mais non, ça c'était pas possible. Il était hors de question de baisser les bras, de le lâcher, non, ça c'était clair, c'était pas possible. Condamnée à une lourde peine de prison, Florent n'aurait jamais imaginé que Valérie puisse l'attendre. En réalité, la jeune femme a fait bien plus. Elle a profité de sa première liberté conditionnelle pour demander son compagnon en mariage. Des fiançailles que Florent n'oubliera jamais. Avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, on a décidé de se fiancer. Bravo, Ah, puis quand j'étais en prison, sans toi, j'étais rien du tout. Hein. Ça, c'est vrai que je te serais toujours reconnaissant de ça. Hein. T'as été vraiment exceptionnel. Mon amour, j'y vais. Reconnaissant et plus amoureux que jamais, depuis qu'il est sorti de prison, Florent fait tout pour embellir le quotidien de Valérie. Voilà, là, elle est partie faire une course, donc je change le petit mot et je lui mets un autre petit mot qu'elle va trouver en rentrant de ses courses. J'ai besoin, en fait, de lui dire que je l'aime, simplement. Et voilà, c'est ma façon sans doute de montrer que je pense à elle tout le temps, quoi. En fait, je mets toujours un point d'honneur quand Valérie s'absente, que ce soit pour aller travailler ou quoi que ce soit, à faire le ménage, faire la vaisselle, faire à manger, le repassage. Je veux vraiment qu'elle ait toujours le moins de choses à faire. Et puis c'est aussi, il faut le dire, une des séquelles que j'ai gardées de la prison, c'est-à-dire que je suis devenu extrêmement maniaque parce que la prison est un endroit particulièrement sale. Et moi, je faisais très très attention à l'hygiène en fait quand j'étais en prison et j'ai gardé ce côté extrêmement maniaque. Coucou, c'est moi. Ça va? Oui. J'ai mon cœur. T'étais longue, hein? Moi, je suis plus rapide. Voilà, ça c'est mes petits bonheurs du quotidien, quand elle revient du travail, quand elle revient d'aller faire une course. Voilà, c'est mon grand plaisir quand j'entends la porte qui s'ouvre à nouveau et que je la vois apparaître. C'est ça mes petits bonheurs. Pour rattraper les 3 ans, 3 mois et 5 jours de séparation, Florent est prêt à tout. Aujourd'hui, il a décidé d'emmener Valérie au 7e ciel en lui offrant un tour en hélicoptère. Une promesse qu'il lui avait faite alors qu'il était en prison. Enfin, un rêve qui se réalise. Tu vois, ça vaut le coup quand même d'y croire. Hein. Tu vois, d'être optimiste. Faut toujours y croire. Toujours, toujours, toujours. Faut toujours espérer. Il y a un moment où on y arrive, quoi. Depuis la sortie, il y a 5 ans, Florent et Valérie veulent profiter l'un de l'autre au maximum. Aujourd'hui, seul leur amour compte et à force, le couple s'est renfermé sur lui-même. Pour les sortir de leur bulle, leurs amis Daniel et Muriel ont insisté pour les inviter à déjeuner au restaurant. Oui, on se disait avec Daniel hier au soir que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les 4. Ouais, c'est vrai que c'est devenu des moments rares. Hein. Oui, depuis la sortie de prison, ouais. Mais c'est vrai nous, on a aussi besoin de se retrouver tous les deux. Oui, quoi. Oui, non, mais ça, je comprends. Mais est-ce que aussi, tu n'as pas aussi besoin de reprendre de retrouver tes amis extérieurs? Si, mais sans doute. Et puis, ça peut paraître égoïste, en fait, la façon dont on vit aujourd'hui. Le fait de se couper du monde comme ça peut paraître égoïste. Il y a sans doute des gens qui aimeraient nous voir plus souvent aussi, qui ne nous voient pas aussi souvent qu'ils le voudraient. Non, mais vous avez bien fait de nous inviter ce midi. Pendant toutes ces années, vous avez donné de vous, sans rien demander. Et on va faire parce qu'on va le faire. je suis désolée. C'est pas grave. Et on vous le rend pas, quoi. On l'a pas rendu. Parce qu'on vous aime. Mais vous aimiez autant avant la prison? Oui. Oui, je crois, oui. Ouais. Mais on se le montrait beaucoup moins. Voilà. Maintenant, on se le montre tout le temps. Ah oui, on est beaucoup plus démonstratif. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud? Je pense que c'est vrai, peut-être pour elle,
mais pour beaucoup de couples qui ne sont jamais passés par la prison. C'est-à-dire qu'une séparation peut renforcer quelque chose qui peut être mis à mal par la coexistence au quotidien. La coexistence au quotidien, la conjugalité, vivre la même cuisine, le même lit, la même salle de bain, c'est un tue-amour dans beaucoup de cas. Et des gens qui en ont l'expérience peuvent en témoigner. Alors, c'était un conseil pour Mélissa aussi, qui n'a jamais vécu avec son amoureux à l'extérieur, ou à l'intérieur d'une même maison, si j'ose dire. Alors, Mélissa, son histoire est magnifique, elle est très belle, on voit très une romantique, femme qui est entière, qui est vraiment, qui se donne, c'est beau, esthétiquement et moralement, c'est beau. Mais quand on se pose, par exemple, je regardais le papa, donc il se trouve que je suis papa moi aussi, et je serais très inquiet à la place du papa en disant, bon, ma fille, je te souhaite de tout mon cœur, tout le bonheur du monde et que tout se passe au mieux, mais que va être cet homme lorsqu'il sera dehors, livré à lui-même, dans un contexte spécifique particulier, sans ce cadre contraignant dans la prison qui induit à quelque chose? Que va-t-il se passer? Vous voulez dire qu'on ne sait pas? Et oui, on ne sait pas. C'est un pari. Alors, le couple est toujours un pari, bien entendu. Quand on se marie, quand on s'engage, c'est toujours un pari qui peut tourner mal. Heureusement, ça tourne bien aussi. Mais le conseil à Mélissa, c'est attention, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, il faudra s'accrocher. Le conseil à Carole et à Thomas, quel est-il? Je crois qu'il faut se garder d'être des oiseaux de mauvais augure, de voir tout trop en noir. Il faut espérer, il faut avoir l'espoir, il faut être positif. Mais néanmoins, quand on est en position de papa ou de maman, on se dit quand même, c'est risqué, quoi. C'est très beau, mais c'est risqué. Voilà ce qu'on peut dire humblement. Que souhaitez-vous dire sur ce sujet à notre couple, Carole et Thomas? Ce que je voulais dire, c'est que dans cet univers qui est un univers de cruauté et de barbarie, Pierre le disait, la prison peut devenir une drogue en ce sens que, ils l'ont tous dit, le moindre événement devient gigantesque. Je vous raconte une petite histoire, puisque Pierre est là, Carole est là. Pierre était mon élève et j'étais le seul à voir Carole à l'extérieur. Et un jour, Carole m'attend devant les Baumettes. Elle me dit, j'ai acheté un stylo à Pierre parce qu'il écrit avec des petits stylos de la prison. Elle ne trouve pas le stylo, je l'aide à chercher et je trouve dans sa boîte à gants une petite culotte, un petit triangle de fumée comme ça. Et je lui dis, tu crois que pour un homme sans sa femme, c'est pas mieux qu'un stylo? Elle me dit, oui, mais elle est neuve. Je suis sorti de la voiture. Carole! En quelques secondes, elle m'a tendu une autre culotte un peu plus chaude, plus humaine. Je l'ai amenée à Pierre. Pierre n'avait pas vu sa femme Les enfants sont à l'école. Depuis des mois. Je lui ai tendu ce petit morceau je lui ai tendu cette culotte. Il s'est dressé, il est allé devant la fenêtre, devant la cour de promenade. Il est revenu un quart d'heure après. Son visage était rayé de larmes. Et je pense que dans ce monde qu'il connaît bien, qui est très dur, et lui-même ne pouvait pas se permettre de pleurer devant les autres. Eh bien, il a pleuré, un homme qui pleure à 40 ans devant les autres, parce qu'il a le parfum, l'odeur de sa femme, l'odeur de son ventre, de l'amour. On a écouté de très belles histoires d'amour, mais je crois qu'elles sont soulignées par ce monde absolument anormal qu'est la prison. Et que dans cet univers où rien ne se passe que la violence et que l'inhumanité, si de telles histoires d'amour peuvent exister, moi je pense qu'on peut être optimiste parce que c'est la seule chose qui peut sauver des gens qui ont tué, qui ont volé l'amour. Un homme qui n'est pas attendu par une femme à l'extérieur, il a 9 chances sur 10 de récidiver. Thomas et Carole, j'espère que je vous retrouverai bientôt sur ce plateau, mais cette fois-ci sur le plateau, véritablement, en pleine lumière, pour nous parler d'amour. Je le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite aussi à Mélissa que toute son histoire se passe bien. C'est vrai, ne plus se sentir en prison, même dans sa tête, c'est indispensable pour pouvoir vivre pleinement son histoire de cœur, tellement ce qu'on a vécu à l'intérieur était fort négativement. Bonne chance donc à tous les deux, Carole et Thomas. Les barreaux de prison transforment forcément le sentiment amoureux, soit en le sublimant, soit en les gratinant au fil des ans. Être patient pendant ta prison et même après, c'est l'indispensable solution pour être certain de se retrouver. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.